Mais c'est Bergamo. Vous pouvez même m'interrompre, il n'y a pas de problème, parce que bon, il y a beaucoup de sujets. Comme ça, je vais juste faire une petite introduction. Et comme je disais aujourd'hui à Madame Lévy, et en général, j'aime bien comme ça quand je donne un cours de halakha et préciser les différents avis, et Sfaradim, Ashkenazim, Chabad. Par expérience, quand on donne un cours sur les Hilchot Pessah, c'est pratiquement impossible parce que c'est des différences tellement grandes que bon, c'est pas des détails, c'est un autre cours, quoi. Et donc, je vais peut-être ici et là dire en quoi la vie Chabad est originale ou quoi, mais disons que ce ne sera pas du tout exhaustif au niveau pas Chabad, quoi. Et là, ce coup-ci, je vais être un peu xénophobe et ce sera vraiment un cours et de l'Ilchot Pessah. Et d'après Nourzaken et plus, d'après les Chomorot comme ça, qui sont pas écrites directement dans le Shulchan Aruch de Nourzaken, mais les Minagim, et ils sont observés chez Chabad. Ok. Il y a pas mal de sujets. Bon, commençons. Le premier sujet, c'est Birkat Eilanot qu'on fait ces jours-ci. Et dans le Shulchan Aruch de Nourzaken, ou plutôt comme ça dans Seder Birkot Hanehenin, parce que vous savez que le Nourzaken, comme ça, dans ce qui concerne les brachot, il a écrit plusieurs œuvres. Mais la dernière, c'est Seder Birkot Hanehenin. Et là-bas, comme ça, il a une halakha qu'on veut lire. Et à partir de là, je vais vous dire comme ça 7 8 points en ce qui concerne Birkot Hanehenin d'après le Nourzaken. Le Nourzaken nous dit comme ça que celui qui sort durant les jours de Nissan et voit des arbres en fleurs doit rester la bénédiction. Puis là, il nous dit comme ça le Nusach de la bracha. Béni sois-tu qui n'a rien délaissé dans son monde, dans lequel il a créé de bonnes créatures et de bons arbres pour le profit des hommes. Et après, la Nourazaken nous dit, et il faut savoir qu'on ne fait la bracha que la première fois et chaque année. Alors bon, c'est un peu flou ma traduction, justement parce que elle laisse place comme ça à plusieurs interprétations, comme on va voir. Et de là, je vais vous dire comme ça, les différentes à la route. Et dans la mesure où on parle de Nissan, les jours de Nissan, le pshat de Noirzakan, c'est que uniquement Nissan. Ouais, des poskim qui pensent qu'on peut même un peu avant, un peu après. Et en Iyar, d'après le Noirzakan, c'est du premier au dernier jour de Nissan, ni avant ni après. Ok, on y est, donc c'est le moment. Et puis on sait que Zrzin Magdim la mitzvot. Donc ben, dès qu'on peut le faire, et si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut le coup. Le deuxième point, c'est comme il y a marqué, comme ça, c'est dans la Gemara à l'origine, mais bon, c'est recopié ici, parce que je vous ai lu par le Noirzaken, il y a marqué, et le type qui sort les jours de Nissan et voit des arbres en fleurs. Donc, a priori, nous dit le Baal al-Khataktanot, on fera en sorte qu'il y ait au moins deux arbres. Mais c'est pas me'akev quand on dit, comme on dit, c'est-à-dire, et si on n'a qu'un arbre, on peut aussi faire la bracha. C'est pas qu'avec un arbre, on fera ensemble la bracha. Alors bon, quand on est au début de Nissan, on va pas se contenter d'un arbre. Ouais, si on a un arbre à côté de nous et mais qu'ailleurs on sait qu'il y en a deux, ok, ben on ira demain et on fera sur deux arbres. Mais s'il n'y a pas tellement la possibilité, je connais qu'un endroit où il y a un arbre, ou bien on est à la fin du monde, etc. Ok, ben sur un arbre, ça suffit. Parce que le pshat, en réalité, il voit des arbres en fleurs. Ok, des arbres en fleurs, ça peut être aussi un arbre. Et, c'est juste l'habitude en général quand il y a les arbres ils sont pas seuls, mais c'est ce qu'a voulu dire le Norzeken, c'était pas nécessairement plusieurs. Donc c'est juste un a priori. A priori, on fera sur deux si on peut, mais sinon on pourra faire la bracha sur un arbre. La troisième halakha, c'est qu'on fera uniquement sur des arbres fruitiers, même si c'est pas écrit, comme on en parle de profit. Alors, beaucoup de poskim nous disent, profit, c'est d'Afka quand on va le manger. Donc, on fait la bénédiction sur un arbre en fleurs, un arbre fruitier en fleurs. Il y a beaucoup d'arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers. Dans ce cas, il faut savoir quels sont les arbres. Il ne suffit pas d'être dans la forêt, de voir un arbre en fleurs et je vais répondre à cette question. Ouais, j'y arrive. Quelqu'un m'a demandé des arbres fruitiers qui ne sont pas en fleurs. Ok. A priori, c'est le pshat, celui qui sort durant les jours de Nissan et voit des arbres en fleurs, c'est bien écrit qu'il faut qu'il y ait des fleurs. Mais je vais préciser un peu plus. Donc, des arbres fruitiers, ça, c'est la troisième condition.
La quatrième condition, et ça c'est quelque chose d'assez original, lorsque la Zaken, comme ça, à la fin de ce qu'il nous dit, et on fait la bracha que la première fois chaque année. Et alors bon, il y en a qui comprennent que bon, on va pas faire ça à chaque fois qu'on voit des arbres, comme chez Rianou. Et c'est pas chaque fois que je vais manger des fraises que je vais faire chez Rianou, c'est la première fois. Donc il y en a qui disent que c'est la première fois, et puis ils voulaient juste nous dire qu'on va pas faire ça tous les jours. Ouais, mais bon, ça c'est assez évident. Le Grach Naé, le Avraham Chaim Naé, lui, il comprend autrement. Il dit non, non, c'est pas ça qu'il a voulu dire, l'Admoazaken. Ce que l'Admoazaken a voulu dire, c'est qu'on ne pourra faire la bracha uniquement que la première fois où on a vu, mais vu comme ça, en regardant bien, la première fois. Mais si je me balade demain, je suis dans la rue et je vois un ou et des arbres des grenadiers comme ça en fleurs, et je regarde, voilà, super, etc. Je dis, ah, il y a Birkat Ilanot. Ah ouais, non, mais je ne me rappelle plus exactement le Noussar du Admorazaken, Ilanot Tovim, Ilanot Tovot, je ne me rappelle plus. Ok, ben demain, je repasse avec mon sidour. Ben, à partir du moment où j'étais à côté d'arbres et j'ai bien regardé, c'est pas juste que je les ai vus, istaklout, c'est-à-dire je les ai regardés, ben ça y est, j'ai raté maintenant le coche. Si j'ai pas fait la bénédiction la première fois, c'est ça que veut dire le Garnet. Quand tu me dis qu'on ne fait la bracha que la première fois, que la première fois. Et la deuxième fois, ce sera trop tard. Donc, il faut faire attention, hein. Si on n'a pas l'intention maintenant, on n'a pas le temps, on n'a pas la bracha sous la main, et, ben, on passe sans trop regarder les arbres, sinon on rate la bracha, tout simplement. La cinquième chose, c'est par rapport à votre question comme ça. Et le Admon Zaken ici, il allonge pas tellement le Inyan, il nous parle de qu'il voit des arbres en fleurs. Ok, s'il n'y a pas de fleurs et s'il y a des fruits. La halakha, alors bon, il y a beaucoup à dire là-dessus parce que vu que les choses ne sont pas écrites de façon explicite, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais vous dire comme ça directement la dernière ligne, la conclusion au niveau de la halakha. On exige, oui, qu'il y ait des fleurs. A priori, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de fruits du tout dans l'arbre. Mais s'il y a des fruits, mais qui n'ont pas encore atteint leur taille maximale, un petit orange, un petit citron, c'est bon, on peut aussi faire la bracha. A priori, s'il n'y a pas du tout de fruits, c'est mieux. Mais c'est pas un problème, on peut aussi. Donc il y a deux conditions finalement. Il faut qu'il y ait des fleurs, effectivement, et qu'il n'y ait pas de fruits ou qu'il y ait des fruits petits, mais pas complètement, qui atteint leur taille maximale. OK. Ça, c'était la cinquième condition. Maintenant, je vais parler de choses qui ne sont pas écrites chez l'Admor Zaken, qui sont écrites chez d'autres poskim, a priori, qui ne sont pas des obligations, mais si déjà, hein, quand on fait quelque chose qui est assez rare, comme ça, une fois par an, alors bon, on aime bien que ce soit d'après tous les poskim. Vous pouvez me dire 2 minutes, mais non, on est des racines du Admor Zaken. Alors, c'est vrai que si l'Admor Zaken avait dit de façon claire qu'il n'y a pas de problème, les problèmes que je vais soulever maintenant, il ne les soulève pas, l'Admor Zaken. Mais il ne nous dit pas non plus le contraire. Il ne nous dit pas que ce ne sont pas des problèmes. Donc, a priori, vu que d'après certains décisionnaires, ce sont des problèmes, alors a priori, on fera attention. Alors, de quoi il s'agit? Alors, certains décisionnaires disent de ne pas faire la bracha le Shabbat. Ok, on ne fera pas Shabbat. De ne pas faire sur des fruits qui sont hors là. Ok, ben, si je sais qu'un un arbre est hors là, je ne ferai pas sur ce arbre. Si je sais pas, c'est pas grave. Si c'est un arbre qui lui-même a été mourkav, c'est-à-dire il a été greffé, on ne fait pas dessus non plus. Encore une fois, il y a beaucoup de poskim qui permettent. Le Zaken ne nous a pas parlé de ça. Mais comme il y a des poskim qui interdisent, alors on fera attention. Le septième point, le septième point qui est pratiquement pas rapporté par les décisionnaires, parce que l'histoire de Horla, ok, beaucoup de décisionnaires rapportent ça. Parce qu'on ne peut pas tirer profit d'un fruit Horla. Alors, on peut comprendre que ça va un peu à l'encontre de toute l'idée de la bénédiction sur les arbres fruitiers. Mais la septième condition, c'est quelque chose qui est rapporté par le Rav Tzvi Pessar Frank et par le Rav Abba Shaul aussi. Ils disent, vu qu'il y a marqué celui qui sort durant les jours de Nissan, et voilà, bon, ça a marqué les jours de Nissan, on fera la bracha uniquement le jour et pas la nuit. Alors bon, certains disent, mais pas du tout, c'est pas de ça qu'il s'agit, les jours de Nissan, ça veut dire du 1er au 30 Nissan. C'est vrai, mais malgré tout, comme il y a des poskim qui rapportent ça, maintenant on se retrouve la nuit et on est dans un endroit où il y a des arbres fruitiers, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Ok, on pourra toujours faire la bracha, parce que comme je vous dis, la plupart des décisionnaires ne pensent pas que c'est un problème. Mais a priori, bon, bah, on fera ça le jour, quoi. Pourquoi aller chercher des problèmes si, d'après certains décisionnaires, c'est oui problématique. Ok. Et encore un point, c'est que les femmes aussi ont l'habitude de faire cette bracha,
quoique, bon, c'est pas une obligation. Et, et en plus, quelque chose qui dépend du temps, etc. Mais l'habitude, ouais. Les femmes, chez Chabad, ont l'habitude de faire cette bénédiction, pas seulement chez Chabad, mais en général. Donc, ok, on la fera aussi chez les femmes. C'est le premier sujet, Birkat Eilanot. Le deuxième sujet, comme ça, toutes sortes de points qui ont un rapport avec la nourriture que vous allez acheter. Alors souvent, on pense à tort qu'il n'y a pas de problème comme ça dans les poissons, Birkat dans l'année, même à Pessah. Alors, il faut savoir que les poissons, et surtout ceux qui n'ont pas de... Et pas d'écailles ou peu, et dont on fait des panades comme ça. C'est ces poissons-là, que ce soit en Suède ou que ce soit en Chine, et pour qu'ils les vendent plus cher, et bon, bah, ils passent comme ça par des machines qui vont leur faire des trous et par une espèce de baignoire, enfin où on met de l'eau et on voit bien quand on les achète, ils sont pleins d'eau. Ouais, de cette façon-là, bon, ils vont vous vendre de l'eau au prix du poisson. Vous voyez bien quand vous le faites cuire, tout d'un coup, il perd beaucoup de volume et il y a l'eau qui sort. Mais c'était que de l'eau, ça irait encore. Mais comme il y a toutes sortes de vérifications, est-ce qu'il y a assez de protéines dans les poissons, etc., ils vont rajouter toutes sortes de produits, dont des produits qui sont chametz. Alors souvent c'est kasher, mais chametz. Donc faire très attention. Il faut aussi une cacheroute, les pessars. Pour un poisson, je ne parle pas maintenant d'un poisson qui vient d'être sorti de l'eau, hein. Mais des poissons comme ça surgelés, il faut absolument. C'est vrai pour la viande aussi. Et souvent, il y a de la Mylène. Et donc, c'est un grand problème. Et encore un point qu'on oublie souvent, c'est qu'on ne dit pas qu'on fait les courses pour Pessah. C'est ce que nous dit le Zaken, parce que si on dit pour Pessah, ça pourrait. Et on pourrait penser que ah, j'achète ça pour Pessah, quoi, pour le Corban Pessah. Donc, c'est à la place du Corban, c'est comme un Corban. Euh, Autant du Beth Amikdash, on pouvait acheter toutes sortes de choses et les offrir au Beth Amikdash et demander qu'avec l'argent, le Beth Amikdash pouvait les revendre et avec l'argent, qu'on en fasse des corbanotes, des sacrifices. Donc, si on dit que c'est pour Pessah, on pourrait penser que c'est pour le Beth Amikdash et après, on peut plus utiliser ces choses-là. Donc, ouais, on ne dira pas que c'est pour Pessah, on dira que c'est pour la fête. C'est-à-dire la fête de Pessah, mais en tout cas pas pour Pessah. Pour Pessah, ça pourrait laisser et comprendre que c'est pour le Corban Pessah, et ça, c'est un problème. OK. Le troisième point, et j'aimerais parler de tous les Hidurim, toutes les Khumrot comme ça bien spéciales de Pessah rencontrées chez Chabad. Mais avant ça, je vais essayer de comprendre, on va essayer de comprendre pourquoi à Pessah, il y a tellement de Khumrot. Ouais. Je veux dire, dans toutes sortes d'autres sujets donnés, bon, bah, on est marméré, mais pas à ce point. Mais là, c'est un truc qui est dingue. Pourquoi? Bon, ça, c'est rapporté pour les poskim. En réalité, il faut comprendre pourquoi déjà quelque chose qui est vrai pour tous, hein, qui n'est pas quelque chose de la Torah, mais malgré tout quelque chose qui est fixé par les Chachamim. C'est que si un mélange de Chametz et d'autres choses qui se fait pendant Pessah, hein, un peu de Chametz tombe dans quelque chose, tout le mélange et devient un chametz, hein. Et afilo echad be'elef lo batil, même un pour mille, une miette est tombée dans une marmite, c'est toute la marmite est chametz. Il y a rien de tout ça dans l'année, hein. Une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande, un petit bout de cochon qui tombe dans une marmite de viande, c'est batel bechichim, toutes ces choses-là. Ouais. Et pourquoi pour le chametz, c'est tellement dur. Et ici, les poskim, y compris le Admor nous disent qu'il y a trois raisons pour lesquelles les Chachamim ont fait cette xéra. C'est une xéra des Chachamim, c'est pas de la Torah. La première raison, c'est parce que le Chametz, contrairement à toutes sortes d'autres choses qui sont interdites de consommation, et quand on va en manger, le type, il devient chayav karet. Ouais, et c'est quelque chose qui est très grave. C'est pas juste un lave, une interdiction, c'est une interdiction dans laquelle il y a karet. Le deuxième point, c'est que contrairement à toutes les autres choses, on peut avoir chez nous un poisson qui est pas pur, on peut avoir et de la viande de girafe, non, c'est bon, c'est cachère, la viande de ce que vous voulez, de cheval. Ouais.
Et on n'a pas le droit de le manger, mais on peut céder. Pendant Pessah, il y a une interdiction de baliré ou balimatsé. On ne peut pas posséder de Hametz. Certains commentateurs disent, c'est intéressant parce que dans la Torah, hein, il y a des halachot. Et après, les chumrot, elles ont été fixées par les chachamim. Et là, certains commentateurs disent la raison pour laquelle la Torah elle-même a interdit de posséder du Hametz à Pessah, c'est que c'est tellement grave de manger du Hametz que la Torah a eu peur qu'on en vienne à manger du Hametz. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très original ici, où dans la Torah même, il y a quelque chose, il y a une espèce de barrière qui est mise de peur qu'on en arrive à manger du Hametz. Donc de là aussi, non seulement c'est Chayav Karet le fait d'en manger, mais en plus la Torah nous interdit même d'en posséder, donc on comprend que, ouah, il y a quelque chose de spécial ici. Et la troisième raison pour laquelle on est très très marqué avec le Hametz, parce que dans le Hametz, contrairement aux autres, si on a chez nous quelque chose qui n'est pas cachère, même avec un hercher qui est un peu douteux, ben, on sait bien, on n'approche pas de cette chose-là. Mais le Hametz, c'est quelque chose qu'on mange toute l'année. Donc, ça peut nous sortir d'esprit. Si on avait du Hametz à la maison, euh, on pourrait facilement en arriver à le manger par oubli. Et ça montre bien cette interdiction le fait, pardon, qu'on en mange dans l'année et qu'il y a quelque chose de bien, 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 bien spécial ici avec le Hametz, qui demande qu'on aille très loin parce que, comme je vous dis, et le fait qu'on soit habitué à le manger, ouais, et ça peut nous pousser à la Avera. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a beaucoup de remontes qu'on va détailler maintenant. Ça, c'est les raisons qui sont rapportées dans la halakha, hein. Il y a aussi les raisons qui sont rapportées dans la chassidoute. Ça s'appelle le Shtut d'Ikdusha. Il y a marqué dans la Gemara de Sota, hein, qu'un adam frotté, il a une ken, et ça se voit au Shtut. Qu'un homme ne peut faire une Avera que s'il y a un vent de folie qui lui rentre dans la tête. Parce que faire une Avera, c'est complètement dingue en réalité, hein. Le profit qu'on a en faisant une Avera devant la perte que l'on a. Au moment où on fait une Avera, on se détache de Kadosh Baruch Hu. Et cet attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui sous-entend un tanoug, un délice, quelque chose qu'on ne ressent peut-être pas maintenant, mais qu'on vivra infiniment. Ouais. Même l'union avec Akadosh Baruch Hu qu'on a maintenant pendant la minute où je suis en train de vous parler, même cette chose-là, seule, ouais, elle représentera énormément quand on le ressentira. Donc faire une avéra et se détacher d'Hachem, c'est quelque chose qui est complètement dingue, et c'est un servant de folie. Et donc, nous explique Chassidut, ben, on va faire un peu de folie dans l'autre sens à Pessah. Donc, des fois, il y a des choses qui dépassent un petit peu comme ça l'entendement, et ça fait partie du jeu aussi. OK. Maintenant, quelles sont toutes je vais peut-être vous dire les titres d'abord avant de passer un par un, mais on va parler de Matzah Shrouya, on va parler d'histoire des kitniot, on va parler des produits manufacturés et quelque chose qui est tombé par terre, et le fait d'éplucher, et ce qu'on va manger, on va parler du sucre, on va parler de l'ail, et on va parler aussi des enfants, qu'est-ce qu'on peut leur donner, qu'est-ce qu'on peut pas leur donner, plus ou moins les sujets. La Matzah Shrouya, c'est le fait que ben, un liquide touche la matzah. A priori, c'est rapporté dans les poskim, il n'y a aucun problème. La preuve, tout le monde, enfin chez les Sfaradim en tout cas, un mélange de matzah avec toutes sortes de choses. Ouais. Il y a le fameux moussoki tunisien que nous ne pouvons pas manger. Et pourquoi il y a cette interdiction? Cette interdiction, alors, c'est pas tellement connu, mais en réalité, celui qui a le premier interdit cette chose-là, c'est justement le Zaken. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que bon, c'est quelque chose qui est connu, Matzah Shrouya, cette Rouma. Ouais. Et il y a beaucoup de Chassidim qui font attention, même le Chafetz Chaim faisait attention. Alors, il faut savoir que c'est une Rouma de Zaken. Et comment elle est née, cette Rouma? Le Zaken, à la fin de son Shulchan Aruch, il a des Shelot Tshuvot, il a des responsables. Et là-bas, il explique. La Gemara nous dit qu'en réalité, on a le droit de prendre de la farine, évidemment, pour matzah, et de l'eau, et de pétrir pendant des heures. Nous, on a l'habitude de matzot 18 minutes. Ouais, mais ce n'est pas une obligation. On pourrait pétrir une demi-heure, 1 heure, 2 heures. OK. Et donc, ce serait une très bonne matzah comme ça. Mais à l'époque d'Admorazaken, un peu avant l'époque d'Admorazaken, il y a une chumra qui a été faite
de ne pétrir que en 18 minutes au maximum. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on peut pétrir toute la journée et qu'on n'a pas le droit, d'après la halakha, de s'arrêter quand on pétrit. On pétrit, on pétrit, on pétrit. Quand on s'arrête, c'est tout. On va mettre notre matzah au four, pas s'arrêter au milieu. Mais malgré tout, la Gemara nous dit, OK, mais si on s'est arrêté, alors si on s'est arrêté, moins de 18 minutes, c'est bon. Donc, a priori, on pourrait pétrir, s'arrêter 10 minutes, reprendre. Mais seulement, les Chachamim ont eu la crainte, enfin les Chachamim, c'est le Noirzaken ici, ouais, ont eu la crainte suivante. Admettons que maintenant on se dise, OK, je vais, je vais pétrir ma pâte pendant trois quarts d'heure, j'aurai une très bonne pâte. OK, je pétris ma pâte, je pétris, et après 5 minutes, avec le rouleau, je vais pas aller jusqu'au bout, et il y a un petit bout de pâte qui s'est détaché. Et moi, je pétris pour le moment, ce petit bout de pâte, ben, il reste sur la table. Et je l'oublie. Et je pétris, mais il y a un petit bout de pâte un peu plus loin. Et au bout de 25 minutes, comme ça, je pétris et je vais un peu plus loin avec mon rouleau. Et le petit bout de pâte, il réintègre la pâte. Et je me suis aperçu de rien. Mais en attendant, ce petit bout de pâte, il est resté 20 minutes sans être pétri. Et donc, il est devenu chametz. Et il est rentré maintenant dans ma pâte. Donc, j'ai fait rentrer du chametz dans ma pâte. Alors, pour ne pas en arriver à ça, un peu avant l'époque du Admour Zaken, il y a une décision qui a été prise. On ne pétrira pas plus de 18 minutes, maximum 18 minutes. Comme ça, il y a pas ce problème. Même s'il y a un bout de pâte qui s'est détaché, ok, ben, il n'a pas pu rester 18 minutes. Ok, super. Alors on pétrit comme ça, en général, beaucoup moins, parce que bon, il y a le temps aussi d'arriver jusqu'au four, etc. Ben, bon, Zaken dit, mais maintenant qu'on pétrit très vite à cause de cette nouvelle takana, hein, alors la farine, elle se mélange moins bien avec la pâte. Et quand je vais mettre maintenant ma matzah dans le four, c'est possible qu'il y ait de la farine qui reste comme ça. Et donc après, si elle est en contact de l'eau, alors ça pourra peut-être devenir Hametz. Mais nous dit le Zaken, en réalité, les décisionnaires ont déjà parlé de ça. Et même s'il y a un peu de farine sur notre matzah à l'intérieur du four, la halakha nous dit que quand on va sortir notre matzah du four, même cette farine, c'est plus une farine qui peut lever. Mais comme il y a un certain avis qui est différent de l'avis de tous les poskim, qui pense que non, même une farine qui est allée au four, qui n'a pas bien été pétrie, qui est allée au four, elle pourra devenir chametz au contact de l'eau. Alors, l'Admour Azaken, à cause de ça, il a institué l'interdiction de matzah shrouya. Ok. Alors, nous, c'est très, très, très fort. Matzah shrouya chez Chabad, c'est quelque chose qui va faire que, bon, ben, on va manger dans des sacs en plastique, loin de l'assiette, etc. C'est-à-dire que une des choses qui va rendre compliqué et Pessah, c'est vraiment la matzah shrouya. En passant, vous savez, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch de Al-Mordechen qui nous dit qu'en aucun cas on a le droit de dire, moi, quel Torah, quelle galère, combien d'efforts on doit faire pour ce Pessah. Ouais, c'est complètement interdit de dire ça. Pessah, c'est au contraire, c'est la liberté, c'est la joie. Donc, faire attention. Ouais. On a tendance toujours à se plaindre, ah, Matzah, je regarde, ta. Ok, donc il faut savoir que c'est que du bonheur, toutes ces choses-là. Tachles. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué et que bon, bah, la vie serait tellement plus simple si on pouvait prendre nos matzot et les manger comme ça au-dessus de notre assiette et que les miettes tombent dans les pommes de terre et ouais, ou en plus même les friter. Ce serait beaucoup plus simple. Ouais, là, maintenant, on est obligé de s'écarter de la table, qu'il n'y ait pas de miettes et tout. OK. Mais bon, c'est comme ça. Baruch Hashem, c'est parti de Pessah. Ça, c'est la première Umrah. Le deuxième point, c'est Kitniyot. Alors bon, ça, c'est pas uniquement chez les Chabad, c'est quelque chose, Bichlal, dans tout le monde ashkénaze et une partie même d'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, il y a certaines kitniotes qu'on mange, il y en a qu'on ne mange pas, et ça dépend qui aussi. Il y en a qui mangent le riz, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui mangent les petits pois, etc. uniquement, les kitniotes uniquement s'ils sont frais. Et puis, alors chacun avec son inyan. En tout cas, chez les Chabad, c'est comme chez les ashkénazes, on ne mange pas du tout de kitniotes. Et les premiers qui parlent de ça, c'est. Il y a peut-être une allusion qu'on peut retrouver dans l'Agmara, mais ceux qui en parlent de façon claire, c'est les Balais à Tosafot, Tosafistes. Et ils rapportent deux raisons pour l'interdiction des kitniyot. D'abord, parce que quand on va manger une espèce de daïsa, une espèce de soupe de kitniyot, ça pourrait être semblable à une soupe de blé ou quoi, donc ça prête à confusion.
Et deuxièmement, quand on va entreposer comme ça dans des sacs, alors c'est possible qu'il y ait des sacs avec du blé à côté et puis du blé qui soit passé dans les sacs et qu'il y ait un mélange. OK? Donc on fait attention. Notre minag, c'est de faire attention. Il y a certains ashkenazim qui permettent l'huile de kitniot. Et le minag rabat, c'est même l'huile de kitniot, ne pas la consommer. Alors bon, l'huile de palme, c'est pas recommandé, c'est pas bon pour la santé. Mais d'abord, il y a l'huile de noix. Et il y a des poskim, comme le Mishnah Berurah, qui interdisent l'huile de coton. Chez les Chabad, le Rav Yaakov Lando, et qui était le Rav du Khatser du Rabbi Rachab, permet cette huile, donc on pourrait la manger. OK. Ça, c'est pour les kitniyot. Et il y a maintenant le fait que chez Chabad, on ne mange pas de produits manufacturés. Maintenant, et il faut savoir que ces minagim, si vous demandez 2 minutes, mais je vous pose une question. On va parler après d'éplucher. Et une question classique qu'on pose tous les ans chez les Chabad. Mais si on prépare des légumes avant Pessah, on doit les éplucher ou pas? Ouais. On va aborder ce point-là maintenant. On est en train de parler des produits manufacturés. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Et dans les Hilchot Pessah, même dans le monde Chabad, il y a toujours eu des familles qui faisaient comme ça, d'autres qui faisaient comme ça, d'autres qui mangeaient pas de carottes et d'autres qui... Ouais, chacun avec son truc. Donc je vais vous dire plus ou moins les choses que les gens ont l'habitude de faire. Mais il peut y avoir des différences entre l'un et l'autre. Il y en a qui vont manger des laitages, il y en a qui ne mangent pas. OK. Maintenant, je voudrais qu'on essaie de comprendre un peu pourquoi il peut y avoir un problème avec les produits manufacturés. Et pour mieux comprendre la question, et je vais peut-être faire une petite introduction de halakha de base. S'il y a un mélange qui a été fait de chametz et de choses pas chametz avant Pessah, alors là-dessus, il y a deux grands avis. Il y a l'avis des Sfaradim et l'avis des Ashkenazim. Les Sfaradim, ils disent, si le mélange a été fait avant Pessah, qu'il y a plus de, disons comme ça, pas qu'il y a plus, mais que le Hametz, il est annulé, je vais dire comment un Hametz s'annule. Alors, il y a qu'un problème après. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux types de mélanges. Il y a ce qui s'appelle Yavesh Beyavesh, il y a l'Ar Belach. Yavesh Beyavesh, ça veut dire des choses qui ne se mélangent pas de façon homogène. Par exemple, imaginez que j'ai 3 galettes, hein. Deux qui sont des galettes de matzah. Une, c'est une galette de chametz, mais elles ont exactement le même aspect. Et je ne sais pas laquelle est quoi. Eh bien, le mélange, il s'est fait avant Pessah. Les Sfaradim, ils sont poskim, comme ça, ils possèdent le Shulchan Aruch, que je peux manger les trois pendant Pessah. On va dire 2 minutes, mais c'est du chametz. C'est vrai, mais il a été mélangé. Ouais, mais il a été mélangé, mais il est tout seul. C'est vrai, mais ça s'appelle un mélange. De la même façon que si j'ai 3 tranches de mortadelle, deux c'est Badat Saïda Haridit, un truc super Meoudar, et l'autre c'est de la viande pas cachère, mais elles ont le même aspect, le même goût, on ne peut pas les reconnaître, et que le mélange a été fait, et a déjà été fait, je parle maintenant de Bechal dans l'année, on peut manger les trois aussi. Ouais, il y a des halakhot comme ça ok, de bitoul. Ok. Donc le Shulchan Aruch, lui, il pense que même ce qu'on appelle Yavesh Biyavesh, c'est-à-dire des choses qui sont indépendantes, c'est pas un mélange homogène maintenant. Ouais. Ben, on va d'après la majorité. Et donc j'ai 3 galettes, une de Hametz, deux de trucs, deux qui sont bonnes, mais qui sont que sur le Pessah. Je peux les manger les trois. Les poskim ashkenazim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, non, mais 2 minutes, mais c'est vrai que ça a été mélangé, mais à Pessah, le problème, il ressurgit et on ne pourra pas les manger. Sauf, ok. Par contre, il y a quelque chose pour lesquels même les Ashkenazim sont d'accord, hein, c'est quand il s'agit de mélanges homogènes. C'est-à-dire, alors il ne s'agit pas maintenant de 3 galettes dont une est Hametz, mais il s'agit de mélanges de, 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 de boissons. Ou bien une miette, mais elle a complètement disparu, elle s'est ouais, dans un tonneau de vin. Alors là, et les mélanges sont un peu différents quand c'est des mélanges homogènes. Et à partir du moment où il y a moins d'un soixantième de la chose interdite, alors tout est permis.
Par conséquent, si j'ai quelques miettes qui sont tombées dans un tonneau, puis ça y est, elles sont complètement, ouais, elles sont devenues tellement petites que bon, bah, ça y est, elles sont mélangées maintenant au vin. Et il y a moins d'un soixantième de ces miettes par rapport à tout le vin qu'il y a. Mais c'est vrai aussi si j'ai un peu de bière qui est tombée dans un tonneau de vin, ou bien de la farine qui est chametz, qui s'est mélangée avec de la farine qui est bonne, et aussi avec pas plus qu'un soixantième de quelque chose qui est interdit. Là-dessus, tout le monde est d'accord, même les Ashkenazim, que ça y est, le mélange, il a été fait avant Pessah, et donc, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est caché les Pessah. En réalité, cette chose-là bah, nous arrange énormément. Parce que nous, on a toujours peur comme ça. On se dit, mais 2 minutes, mais dans un mélange de Hametz, on nous dit que même s'il y a une infime partie, c'est vrai. C'est un mélange qui a été fait à Pessah. Sur un mélange qui a été fait à Pessah, les Chachamim ont décrété que s'il y a une infime partie de Hametz, tout est interdit. Mais si c'est un mélange qui a été fait avant Pessah, un mélange homogène comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, a priori, pourquoi on s'obstine à ne pas manger des produits manufacturés? Parce que c'est quoi le problème d'un produit manufacturé? C'est pas qu'on croit que quand on va acheter une bouteille de Coca-Cola, on nous a mis une miche de pain dans la bouteille. On a peur que, ok, il y a un type qui ait mangé un sandwich, ok, ouais. Ou bien qu'il y ait un composant où il y avait peut-être un petit peu de tramette. Ok, mais ça a été fait avant Pessah. N'achète pas Coca-Cola qui a été manufacturé pendant Pessah. Mais ok, tu achètes avant Pessah. Ça a été fait avant Pessah, il n'y a pas de problème. Alors quel est le problème? Et d'où je sais qu'il y a un problème, pas uniquement parce qu'on a l'habitude chez Rabat de ne pas manger de produits manufacturés, parce qu'il y a marqué dans le Sefer Minagim qu'on a l'habitude de ne pas tellement manger l'un chez l'autre à Pessah. Ouais. Alors, et les poskim nous disent, si l'un chez l'autre on ne mange pas, alors évidemment, quelque chose de manufacturé, il faut moins attention que mon ami chez qui je ne vais pas manger. OK? C'est pas l'interdiction de manger l'un chez l'autre, mais disons que, et c'est marqué dans le Sefer Minagim, faut pas se vexer si quelqu'un ne mange pas chez toi, Pessah, c'est comme ça. OK, très bien. Donc, a fortiori, on comprend que pour les manufacturiers aussi, c'est un problème. Maintenant, d'où vient le problème? Comme je vous ai dit, puisque ça a été battel, ça a été. S'il y a eu du Hametz, de toute façon, c'est sûr qu'il y avait une infime partie, et puis il y a plus de 60 fois le volume du Hametz pour l'annuler. Alors, quel est le problème? Le problème, il est qu'en réalité, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu. Alors, les jeunes disent, non, le problème, c'est que le Harizal, il dit de faire super attention à même une infime partie de Hametz. C'est vrai. Le Harizal, il nous dit ça, et on comprend qu'il parle entre autres de mélanges qui auraient été faits, et même si c'est annulé complètement, qui auraient été faits avant Pessah. Mais en réalité, c'est important de comprendre que c'est pas juste quelque chose de Kabbalah qui commence avec le Harizal ou quoi. Il y a certains poskim, alors on rapporte souvent le Ritz Giyat, qui était un des grands Rishonim, comme ça avant le Rambam, mais le Rambam lui-même et le Rashba, eux, ils sont d'accord, c'est pas tellement connu qu'eux aussi, que même quelque chose qui a été annulé avant Pessah dans un contre 60, ça va se réveiller. Donc finalement, l'annulation, elle sert à rien quand il s'agit de Tramet. Ça va se réveiller pendant Pessah. Ce qu'on dirait pas pour, comme je vous dis, du lait qui serait tombé dans une marmite ou un petit bout de cochon qui serait tombé dans la marmite non plus. Ouais. On aurait dit, tout le monde dirait, OK, hein, il y a plus que 60 fois, il n'y a qu'un problème. Là, pour le Hametz, nous dit le Rambam, non, non, mais maintenant, à Pessah, ça va comme renaître, ce Hametz-là. Il n'est pas battel. OK? Là, l'Acha, elle n'est pas comme ça. Et ouais, malgré le fait que le Ritzigiat, c'est ce qu'ils disent, le Rambam, le Rajba. Mais malgré tout, le Admour Azaken, il rapporte quand même ça. Il dit, en aucun cas, vous allez dire ça comme halakha aux gens. Ouais, tu vas pas dire aux gens, bah non, tu n'as pas le droit de manger de boire du Coca-Cola, parce qu'il y a peut-être eu une miette. Non, tu peux pas être posé comme ça. Mais pour toi, nous dit l'Admour Azaken, tu peux être mahmir comme le Ritzigiat et le Rambam, etc. Ouais. Donc, je vous ai dit tout ça pour que vous compreniez que cette folie de ne pas manger de choses manufacturées, etc., elle a sa place. Elle a sa place. Ouais. Et, et alors, bon, maintenant, tous les rabats, ils font ça. Ouais. Donc, même dans un cours, on pourrait me dire 2 minutes, mais le Zaken, il dit de pas dire que c'est ça la halakha. Ouais, ok. Alors, je vous dis pas que c'est ça la halakha. Mais c'est ça la folie, et une des folies à laquelle on fait attention, mais personne ne peut vous obliger maintenant. euh, à faire attention à ça.
Et maintenant, évidemment, parmi les premiers produits manufacturés, il y a toutes sortes de choses qui sont avec des kitniyot. Alors là, c'est un problème. On ne doit pas commencer maintenant. Ah ouais, j'ai entendu que le produit manufacturé, c'est une grande choumra, ok. Je vais acheter des bambas, des machins et tout. Bof. Faire attention quand même que ce soit sans kitniyot pour ceux qui mangent des produits manufacturés. Maintenant, à l'intérieur de cette histoire de produits manufacturés, et il y a, selon les personnes, par exemple, du vin. Ouais, vous pouvez dire, bah, le vin que j'ai acheté, il est manufacturé aussi. C'est vrai. Alors, il y en a qui vont faire leur vin. Ok, bon, on ne va pas commencer maintenant à apprendre à faire du vin à cause de ça. Alors, en général, le vin et le lait, il y en encore, même pour ça, hein, c'est pas pour tout le monde. Mais je vous dis des choses qui sont assez habituelles, que le lait, c'est certain, le fromage blanc et les yogourts blancs, disons, il y en a beaucoup qui permettent, hein, qui se permettent. Je ne parle pas de rabbin, mais qui permettent, parce que, encore une fois, c'est au niveau de la halakha, il n'y a pas de problème. Mais parmi les familles, alors il y en a qui vont pas manger de lait du tout, il y en a qui vont manger du lait, mais pas de laitage, il y en a qui vont manger des laitages. Il faut savoir que tout existe et tout est légitime. Ici, dans ce que je vous ai dit, même chez les Chabad. Mais en général, manger des yogourts avec un goût autre que des yogourts blancs, ça non. Ce sont des kitniyot en général. Ok. De toute façon, les produits manufacturés qu'on va acheter, ça vaut le coup de les acheter avant Pessah. Ouais. Tout au début, mais au milieu de Pessah, si on a peur que ça a été manufacturé pendant Pessah, alors là, c'est plus problématique, les mélanges qui ont été faits pendant Pessah. Ouais. Donc, ok, si on veut acheter des produits manufacturés, même du lait, etc., ça vaut le coup de les acheter avant. En général, sur le lait, en tout cas en Israël, il y a marqué lait d'avant Pessah. Ouais, marqué, il y a un tampon comme ça. Ok. Il y a une habitude chez Chabad que tout ce qui tombe par terre, on l'utilise plus pendant Pessah. Bon, c'est très difficile, pour vous dire la vérité. Et chez nous, on a, bon, évidemment, c'est de la nourriture, oui. Ouais, un bout de matzah qui tombe par terre, on va pas commencer à le manger. Mais une cuillère qui tombe par terre, il y a beaucoup de Chabad, et c'est le minag en général, on la met de côté. Et chez nous, c'était comme ça, on mangeait avec les mains, quoi, parce que je sais pas s'il y a des cuillères qui sont pas tombées par terre, quand il y a des enfants et tout. Donc, ok, chacun fait comme il peut, quoi. Mais c'est pas évident, quoi. Alors bon, et si on fait pas cette khumra, au moins on va rincer ce qui est tombé par terre. La prochaine khumra, c'est on épluche les fruits, les légumes épluchables. Ce qui n'est pas épluchable, ben, on ne mange pas. Ouais. Donc on va éplucher, et parce que bon, ils ont peut-être été en contact avec toutes sortes de choses. Donc c'est le ménage, on va éplucher les tomates, on va éplucher les, les concombres, etc. Maintenant, beaucoup, comme je vous ai dit tout à l'heure, vont poser la question, et 2 minutes, mais si je prépare les choses avant Pessah, d'après l'avis de base de la halakha, c'est battel, même si donc, que le concombre, il est touché à un bout de pain et il y a quelques molécules qui sont restées. Ok, c'est là. Et si maintenant, je n'épluche pas mon concombre, mais j'ai préparé la nourriture pour le Seder de Pessah, je préparais avant Pessah. Ça y est, bah, ça a été mélangé et annulé, donc. Ouais, et comme on a dit, d'après la halakha de base, quelque chose qui est annulé dans un mélange, il y a plus de 60 fois plus que du Hametz, là, les quelques molécules de Hametz, elles sont complètement annulées, il n'y a pas de problème. Sauf pour le Ritzgiat, ok. Et à cause de ça, alors il y en a qui ont l'habitude de ne pas éplucher, même s'ils épluchent, ce qu'ils préparent avant Pessah. Et en réalité, cette façon de voir, elle est assez moderne. Si on regarde comme ça, il y a 1, 2 générations chez Chabad, et tout le monde épluchait, même ce qu'ils allaient préparer pour Pessah. Faut savoir. Donc, moi, quand on me demande, je dis que le minag de base, c'est d'éplucher même ce qu'on prépare avant. OK? Le sucre, alors, il y en a qui ne mangent pas du tout de sucre. Mais c'est vrai que si je reprends la rade de base selon laquelle tout ce qui a été annulé de façon homogène avant Pessah, ben, il n'y a qu'un problème. Alors si je laisse le sucre tel qu'il est, il faut me dire 2 minutes, c'est pas vraiment homogène, parce que s'il y a une miette de pain à l'intérieur, c'est comme l'histoire des galettes, et d'après les Ashkenazim, est quelque chose qui n'est pas homogène. Ce que j'appelle homogène, c'est un mélange qui va être de liquide entre eux, ou bien de miettes qui sont complètement désintégrées à l'intérieur d'un liquide, ou bien de deux farines comme ça. Ouais. Mais du sucre,
c'est quelque chose qui est gros, donc c'est comme des galettes, quoi. S'il y a une miette de pain dans un sac de sucre, euh, ouais, mais je ne peux pas dire que c'est Batel. Et quand j'arrive à la miette, j'aurai un problème si je la mange. OK? Alors, il y en a ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transformer ce sucre qui est ce qu'on appelle Yavesh en sucre lard, c'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup de sucre avec un peu d'eau, enfin avec de l'eau. Ils vont faire cuire ce truc-là. Et ils ont comme ça une eau très, 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 très sucrée. Après, ils passent ça souvent avant de mettre dans une bouteille. Ils filtrent ça par un drap. Évidemment, si on prend un drap où il y a de l'amidon, alors on n'a pas avancé. Mais disons un drap. Ok, il n'y a pas de problème, a priori. Et on va filtrer ça. Et maintenant, ça y est, bah, j'ai mon sucre dans lequel il n'y a aucun chametz. Et s'il y en a, il est batel, beshishim. Ouais. Donc, il y en a qui vont préparer comme ça le sucre avant Pessah. Il y en a qui prennent pas même de sucre comme ça. Chacun comme il pense. OK. Mais encore une fois, c'est important que je vous dise les choses de cette façon-là, parce que c'est des questions infinissables et auxquelles il n'y a pas de réponse. Chez Rabat, on mange du sucre? Chez Rabat, ben, il y en a oui, il y en a non. Donc, voilà, c'est la réponse. Et de l'ail. Alors, beaucoup vous diront, oui, il y a marqué qu'on mange pas d'ail. Bon, ça, c'est une erreur. Mais, en réalité, il faut faire la distinction entre de l'ail frais et de l'ail sec. L'ail frais, il n'y a aucun problème. Même s'il y a des endroits où il y a marqué que on mange pas d'ail chez Chabad, il n'y a aucune source à ça. C'est une erreur qui est rentrée Meshouma. Mais c'est vrai que de l'ail qui est sec, dans la mesure où pour le mettre à sécher, ça a été pendu pendant des semaines et des fois des mois. Il peut y avoir des vapeurs qui sont arrivées là-bas, surtout si c'était pendu dans une cuisine ou quoi. Ok, donc l'ail, l'ail qui est sec, qui a été séché, quoi, comme ce qu'on achète en général. Et ça, faut faire attention, et c'est vrai qu'on ne le consomme pas. Donc, il y a une grande question qui se pose, que tout le monde pose aussi, chaque année. Pour les enfants, qu'est-ce qui est mieux? Et mon fils, il mange rien, c'est un bébé, ma femme, elle n'allait plus, il lui faut de la Daïsa Materna. Ok. Et alors, il y a une Materna, mais c'est des kitniotes. Ouais, alors, il vaut mieux ça, ou bien je prends de la matzah et je la pile et je la mélange avec quelque chose. C'est une bonne question. Et chez les rabbins Chabad, il y a deux avis à ça. Il y a l'avis qui est assez classique, qui est apporté dans Pardes Rabbah, l'avis du Rav Bloy et de beaucoup de rabbinim de Yerushalayim, c'est qu'il vaut mieux même manger des kitniotes que de manger la matzah shrouya. Ça peut paraître bizarre parce que la khomra des kitniotes, elle existe depuis l'époque des balais à Tosafot, depuis 2000 ans. Matzah shrouya, c'est depuis le Zaken. Malgré tout, et c'est la vie comme ça. Et les deux avis, en réalité, ils dépendent d'une façon de comprendre une lettre du rabbi. Ouais, de façon de la comprendre. Donc, certains vous diront, c'est ce que je disais pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que je vois qu'il y a une autre interprétation aussi qui existe. Alors, a priori, je reste avec cet avis-là, mais il faut savoir que certains vous diront, non, non, il vaut mieux de la matière shrouya que des kitniyot. Ok, chacun demandera à son rave. Évidemment, si on peut ne donner à nos enfants ni matière shrouya, ni kitniyot, c'est mieux. Ouais, ok. Et il y a des poskim qui sont d'avis, comme le Rav Tzvi Cohen, comme ça, pour ça qui est Ashkenaz, de Bnei Brak, qui sont d'avis que si on a des ustensiles qu'on a utilisés dans le temps, quelqu'un qui était pas Chabad est devenu Chabad, ben, il avait des ustensiles de Pessah, alors évidemment qui sont les Pessah, mais dans le temps il avait fait cuire des kitniyot, parce qu'il était Sfarad, il mangeait des kitniyot, ou bien ses parents qui sont Sfarad lui ont donné des kelim qu'ils ont utilisés pour les kitniyot, etc. Est-ce qu'on doit faire un Hersher de ces kelim ou pas? Et certains pensent que non, comme le Rav Tzvi Cohen. Et l'avis de Rabat, c'est que oui. Mais il suffit de faire Agala, même si c'est une poêle, ou en général, il faut faire le liboun. Et s'il y a eu un contact direct comme ça, sans eau, avec, mais pour toutes sortes de raisons de halakha dans lesquelles je ne vais pas rentrer, ce n'est pas les terabala, il n'y a aucun problème. Un clic, que ce soit une poêle ou que ce soit une marmite, qu'on l'a utilisé directement en contact avec les kitniyot ou bien avec de l'eau, il suffit de faire agala, mais il faut la faire cette agala d'après le Minakrabat. Ok. Ça, c'était le troisième sujet.
les Chumrot Chabad de Pessah. Et maintenant, comme ça, je voudrais parler d'un quatrième sujet. On va aussi aborder évidemment quelque chose qui est spécifique à cette année et un peu plus tard, là maintenant, dans 10 minutes, les spécificités de Pessah qui sort Montée Shabbat. Mais avant ça, hein, et une question qui m'a été posée hier. euh, ok, mais si maintenant il nous reste un petit peu de Hametz comme ça, ok, 10 heures, on doit finir de manger, et alors est-ce qu'on peut mettre ce Hametz dans l'armoire dans laquelle j'ai entreposé ce que j'ai vendu au Goy? C'est une question, parce que ça a déjà été vendu au Goy avant. Ok. La réponse est qu'on peut le faire, mais Dafka, c'est pas de ça que je vais parler vraiment. Comme les gens, ils pensent que c'est binaire, c'est-à-dire que, ok, il y a le Hametz, et là, il doit être vendu au Goy, ou bien, disons, inversement. Il y a tout ce que je peux manger, et dans ce cas-là, ok, ben, dans mes armoires qui sont les Pessah, le réfrigérateur, etc. Et il y a tout ce que je mange pas, que je dois vendre au Goy. Mais c'est pas tout à fait exact. Ouais. Il y a aussi quelque chose d'intermédiaire et toutes sortes de choses que j'ai pas l'habitude de manger, mais qu'on n'est pas obligé non plus de vendre au Goy. Des choses qu'on peut pas manger, mais qu'on peut posséder. Il y a des choses comme ça aussi. Alors, c'est quoi les choses qu'on n'a pas le droit de posséder? Du Hametz, on n'a pas le droit de posséder. Ouais. Un mélange de Hametz qui donne du goût à son mélange. Ouais. Ça non plus, on ne peut pas le posséder. C'est-à-dire, s'il y a plus qu'un soixantième de Hametz dans le mélange. Mais en dehors de ça, hein, si j'ai des trucs où il y a peut-être eu 1% de Hametz, mais normalement, il n'y a pas de Hametz dans ce truc-là. Mais ok, je ne vais pas le manger à Pessah parce que c'est pas écrit que c'est Kéchar le Pessah. Ou bien des kitniot, par exemple. C'est pas Hametz des kitniot, mais on a l'habitude de ne pas en manger. Et comme ça, beaucoup de choses qu'on ne va pas manger, ou bien des ustensiles, ouais. Toutes ces choses-là, hein, il n'y a pas l'interdiction de les posséder à Pessah. Ouais, c'est important de savoir. Donc, ouais, vous sachiez. Les gens me disent, après que je me brosse les dents, pour quelqu'un qui saigne pas des dents, samedi matin, alors je suis obligé d'ouvrir l'armoire du goy pour mettre ta brosse à dents. La brosse à dents, tu peux la mettre. Tu vas pas la mettre à un endroit où tu risques de l'utiliser pendant Pessah, mais tu peux la mettre ailleurs. Pas de problème, c'est pas Hametz, c'est une brosse à dents. C'est bien. Même si je vais pas l'utiliser, c'est pas Hametz. Ok. Ça, c'était le quatrième point par rapport à ce qu'on appelle Baliré ou Balimatsé, hein, et de comprendre que les critères de Hametz quant à l'interdiction d'en posséder, c'est pas les mêmes que les critères de ce qu'on peut manger ou ne pas manger. Ok. Maintenant, je voudrais vous parler de la recherche du Hametz. Ok. Et là, la recherche du Hametz, c'est aussi un des sujets dans lesquels il y a les plus grandes, on peut dire, différences entre ce qu'il y a dans le monde Sfarad et ce qu'il y a dans le monde d'Ashkenaz et particulièrement le monde Chabad. Quoique les Itaïm aussi, ils sont un peu comme les Chabad dans ce truc-là. Et je vais vous dire de quoi je parle. Quand on parle de Bdikat Hametz, chez les Sfaradim, Bdikat Hametz, c'est pas chercher des miettes. Parce que des miettes, il n'y a aucun problème d'avoir des miettes de Hametz à la maison d'après les Sfaradim. Je vais vous dire d'où ça vient. Et donc, ils disent qu'on cherche des grandes choses. Certains disent plus qu'un kazaït, d'autres disent, OK, quelque chose qui a sa consistance même un bisli, c'est moins d'un kazaït, mais c'est une entité. Et pas une petite miette. Ouais. C'est une petite partielle de quelque chose. OK. Maintenant, d'où ça vient cette conception? Ça vient du fait que dans la Gemara, il est marqué que Piroré, la Hachivé, des miettes, c'est pas important. Des miettes, c'est pas important. Et de là, alors, beaucoup de poskim nous disent, bah, tu vois bien, c'est marqué. Donc, ce qu'on cherche, c'est pas des miettes dans l'Amdi 4 Seulement, le Admor Zaken et d'autres poskim, ils ont compris cette Gemara de façon complètement différente. Le contexte dans lequel ça a été dit que les miettes, c'est pas important, c'était pour nous dire la raison pour laquelle on doit brûler le Hametz. C'est pas à cause des miettes, parce que sur les miettes, on ne n'en fera pas baliere ou balimatsé. Le fait d'avoir des miettes à la maison, c'est pas, ouais, moi là, tu as des miettes, tu possèdes du Hametz, c'est une interdiction de posséder du Hametz. Non. Des miettes, c'est pas considéré comme du Hametz que je possède. Comme tout à l'heure, je vous ai dit,
Si j'ai une brosse à dents utilisée avec du Hametz, un mélange, il y a un tout petit peu de Hametz qui est mélangé, tout ça, il n'y a pas trop de problème de posséder des trucs comme ça. Eh ben, une miette aussi, il n'y a pas de problème de posséder une miette. Mais pourquoi malgré tout, malgré le fait que la Gemara ait dit qu'il n'y a pas de problème de miettes au niveau de la possession, pourquoi malgré tout je dois chercher les miettes et quand je suis à 4 mètres, d'après notre avis, quand je dis notre avis, c'est donc pas celui des poskim Sfaradim, mais celui du Admor Zaken, et le Chaye Adam aussi, il est de cet avis. C'est parce qu'on a peur d'en arriver à manger une miette. Et c'est vrai que posséder une miette, il n'y a pas de problème. Mais si je maintenant, non, sans réfléchir, moi je fais comme ça avec mon doigt, il y a une miette, et je la mange, là j'ai un problème. C'est grave, j'aurais mangé du Hametz à Pessah. Et donc pour ne pas en arriver à manger du Hametz, les Chachamim nous ont demandé de chercher même les miettes. Ça c'est OK. Donc je mis ça un peu comme titre dans cette cinquième partie qui est recherche du Hametz. Parce que donc maintenant, quand je parle de recherche du Hametz, c'est la façon dont on doit le faire, c'est par rapport au Chabad. Encore une fois, un Sfarad qui écouterait ce que je suis en train de dire, il dirait, mais c'est n'importe quoi, mais tu n'as pas besoin de chercher des miettes. Eh bien, nous, oui, on cherche des miettes, justement. OK? Parce qu'on a peur d'en arriver à manger. Mais maintenant, je vais directement aller au but, comme ça, comment faire l'abdika au niveau pratique d'après les psakim de Noirzaken. Parce qu'il faut comprendre que on peut diviser la maison en deux grandes parties. Les endroits où c'est fréquent qu'il y ait des miettes, et comme la cuisine, comme le salon, et si le type, je sais pas, à son bureau, ben, il mange souvent là-bas aussi. Et tous ces endroits, eh ben, il faut absolument que je fasse la 4 mètres avec une bougie et la nuit, etc. Mais si je prends maintenant un endroit, la chambre des parents, là-bas, bah, on ne mange pas de sandwich. Ouais. Alors, ok, on va chercher dans les armoires, on ne sait jamais, il y a peut-être des bonbons qui sont restés, quelque chose dans une poche et c'est tombé. Il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais. Mais ce n'est pas des miettes que je cherche. Par conséquent, hein, quand la femme elle va faire tout le nettoyage pendant tous ces jours-ci, et ben, ça s'appelle aussi le 4 mètres ce qu'elle est en train de faire quand elle est en train d'enlever les habits des étagères, de nettoyer un petit peu. Et là, vu que ce n'est pas des miettes qu'on cherche, ouais, bon, on fait du rangement, mais en même temps, on cherche, je sais pas. Des Boutramets. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire avec une bougie. OK. Maintenant, on comprend donc qu'il y a une certaine coula. C'est-à-dire qu'après, le type, le soir, il n'a pas besoin de venir à l'intérieur de l'armoire et chercher entre les pulls s'il y a du Hametz avec sa bougie et de mettre tout, le feu à tout. OK? Là-bas, il n'y a pas de problème. Ce qu'a fait la femme, ça fait partie du 4 Hametz. Elle a fait ça pendant tout le mois qui a précédé. Ça fait partie de la mitzvah. Mais je reviens maintenant à des endroits où il peut y avoir des miettes. Là-bas, on est obligé de faire ça la nuit avec une bougie. Et là, il y a une khumra qui va sortir. C'est que si je prends maintenant, je reviens à la cuisine, un endroit où il y a des miettes, et, et que la femme, on va la nettoyer l'armoire, ok, elle a vidé, elle a enlevé, elle a passé un coup de chiffon, un truc, un peu d'eau, et tout de suite, elle recouvre maintenant avec du papier. Et dessus, on va mettre les produits achetés pour Pessah. Ça, c'est problématique. C'est problématique parce qu'en réalité, c'est un endroit où il pouvait y avoir des miettes. Et ces endroits-là, on doit les chercher nécessairement. C'est la takana des Chachamim au début de Maseret Psachim. Et les oraner avec une bougie. Et donc, alors c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. On a aujourd'hui des grandes maisons, Baruch Hashem. On va tout faire la nuit de la veille de Pessah, l'avant-veille cette année. Mais malgré tout, les nuits qui précèdent, cette nuit, après le cours, demain soir, hein, et la femme qui veut ranger son armoire, alors, s'il y a des étagères qui sont amovibles, ok, elle enlève, elle la nettoie, elle peut la remettre, hein, c'est sûr qu'il ne reste plus de remettre. Je vais passer une éponge. Mais si c'est une étagère qui est en bas du meuble et elle s'en va pas, cette étagère, c'est le meuble, alors dans les interstices, il peut y avoir des miettes là-bas. Et donc, après avoir nettoyé, elle doit prendre une bougie et regarder qu'il ne reste pas de miettes et uniquement après, elle devra mettre le papier. Alors là-dessus, elle ne va pas faire de bracha, mais qu'elle sache que ça fait partie de son obligation. C'est-à-dire qu'en gros, des endroits où je sais qu'il peut y avoir des miettes et c'est fréquent, ne peuvent être vérifiés uniquement que la nuit à la lumière d'une bougie. Beshat Atrak, et le Admorazakan nous dit, ok, ça peut être aussi à la lumière du soleil.
dans la journée, si le soleil il arrive directement là-bas où il n'y a même pas une vitre au milieu. Donc j'ouvre la fenêtre et s'il y a des rayons de soleil qui arrivent à l'intérieur de mon armoire, c'est bien aussi. Mais pas moins que ça. Pas moins que ça. OK? Voilà comme ça pour et l'abdikat Hametz. Il y a une halakha dans l'abdikat Hametz qui n'est pas tellement connue. Quand on fait l'abdikat Hametz, alors bon, il y a tout le Hametz qu'on trouve et on est les 10 petits bouts, on les met de côté. Évidemment, ils sont dans une boîte et OK, demain on va les brûler. Mais en réalité, il y a une autre halakha qui est écrite et ça, on ne fait pas assez attention et c'est écrit pourtant. Le Noirzaken, il écrit, mais fais attention, à partir du moment où on a fait l'abdikat Hametz, on doit concentrer notre Hametz, pas uniquement celui qu'on va brûler, mais même celui qu'on va manger, on doit le concentrer dans un endroit. Il ne peut pas se tourner. Et souvent, ben, ok, on a un petit coin dans la maison où on peut avoir des pitotes, des trucs. Faire attention. Parce que s'il y a des enfants, ils peuvent toujours prendre ces pitotes. Et puis, on vient de faire la petite 4 à Metz. Et 10 minutes après, il y a un petit bébé, un petit gosse, qui va prendre une pita du truc, il va la remettre n'importe où dans la maison. On n'a rien fait. Donc, à partir du moment où on fait la petite 4 à Metz, il faut absolument que le Hametz qu'on va manger, pas uniquement celui qu'on va brûler le lendemain, il soit concentré dans un endroit et un endroit qui n'est pas accessible à des enfants ou à des rats. Les Havdil, Ken. Mais ça aussi, c'est rapporté dans la halakha. OK. À partir du moment où le moment de faire l'abdikat Hametz arrive, et on est obligé de faire l'abdika. Et le Zaken, dans le Koutres Acharon, il dit que celui qui ne fait pas l'abdika à ce moment-là et qui prend son temps, OK, il va lire un journal, il est appelé avarian, il est appelé un scélérat, quoi. Donc, faire attention, c'est un truc important à faire. On peut faire ça avec un chaliach aussi, si on ne peut pas faire ça de nous-mêmes. Mais disons qu'on fait ça pour quelqu'un, une personne âgée, et le noussar du bitoul qui va être dit après, c'est la personne, c'est le propriétaire qui doit le dire. C'est-à-dire, ok. Alors, cette année, comment ça marche? Jeudi soir, on fait l'abdika Hametz. On dit d'abord Albiou Hametz, ouais, c'est la bracha sur l'abdika, parce que la fin de l'abdika, c'est le bio. Alors, jeudi soir, on fait l'abdika Hametz. Vendredi matin, jusqu'à la fin de la 5e heure, on doit brûler le Hametz. Vous pourriez dire 2 minutes pourquoi jusqu'à la fin de la 5e heure? C'est l'heure maximale normalement la veille de Pessah. Mais là, jusqu'à Shabbat matin, on va manger encore, donc on a le temps. Si on va faire ça 10 minutes avant un Shabbat, pourquoi pas? C'est vrai qu'on pourrait, a posteriori, mais les poskim nous disent, on a peur que les autres années, on se rappelle qu'on avait fait ça l'après-midi et qu'on se trompe et qu'on fasse l'après-midi. Par conséquent, a priori, brûler le Hametz vendredi matin, c'est jusqu'à la fin de la 5e heure uniquement. Mais là, la différence avec les autres années, c'est que, alors, si je reprends le calendrier, jeudi soir, jeudi c'est Tanit Bechorot, jeudi soir on fait l'Abdikat Hametz, on fait Baruch Hashem, Bio Hametz, après on fait le Bitoul, hein. Le Bitoul qu'on fait le jeudi soir, c'est surtout le Hametz dont on ne sait pas qu'il existe, hein, pas sur ce qu'on va manger le soir et le lendemain. Vendredi matin jusqu'à la fin de la 5e heure, ça sort en Israël à peu près 11h15, 11h30. Et avant la fin de la 5e heure, on va brûler notre Hametz. Il n'y a pas de bracha, on l'a fait à Bio Hametz avant l'abdika. Il y a un Yehiratson qu'on dit, qu'on veut dire là aussi, qui est en rapport avec le fait que de la même façon qu'on brûle le Hametz, que la Touma elle soit brûlée. Ok. Ouais, que tout le Liban et Gaza et le Yémen et l'Iran, ils sont en flammes. Ok, super. Et après? Et après, là, on va pas faire le bitoul, parce qu'après, ce qu'on fait toujours, c'est que maintenant, on se dit, maintenant, on redit un bitoul, annulation du Hametz, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pas vu, etc., c'est fini maintenant. Cette chose-là, on ne la fait pas cette année. On fait le hiratson que toute la clipa elle aille en feu, mais on fait pas le bitoul. Pourquoi? Parce que bon, on va encore manger du Hametz. C'est-à-dire, vendredi après-midi, samedi matin. Et samedi matin, alors, on se dépêche, on prie tôt. Et on se dépêche de finir de manger parce que selon les endroits, vous regarderez, ouais, mais 10h, 10h20, on doit avoir fini de manger le Hametz. Et ce qui reste
Alors, les miettes, on va les mettre aux toilettes, on tire la chasse, on se lave les mains et on fait kol khamira, et des kabershouti, etc. Là, on fait le bitoul. Ce qu'on faisait avant, après, avant de brûler le khametz. Là, c'est maintenant qu'on va le faire. Ouais. Et c'est ça maintenant, si déjà j'ai parlé de, comme je parlais de Médicat Khametz, alors j'ai parlé des spécificités de cette année. Alors, j'ai peut-être un peu plus m'allonger sur ces spécificités. Évidemment, on prie tôt. Maintenant, les gens, ils demandent 2 minutes, mais qu'est-ce qu'on va manger? Bon, alors, chez les Sfaradim, vous savez que bon, la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de matzah. Donc, on se retrouve avec 2 minutes, on ne peut pas manger de pain, on ne peut pas manger de matzah, alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas manger de pain, mais après 10 heures et quelques. Alors, on prie tôt, on rentre à la maison, on fait le kidouche, et on mange du pain pour la dernière fois. Ok, très bien. Mais quoi, avec les kélim, comment on fait techniquement? Alors bon, il y a un mina comme ça chez les Sfaradim et certains Ashkenazim, ils prennent des matzot, mais comme on n'a pas le droit de manger des matzot la veille de Pessah, alors avant Shabbat, ils les ont frites, etc., de façon à ce que ça devienne maisonnote, ok, et avec de l'œuf, est-ce que vous voulez? Ok. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça, d'abord parce que bon, bah, on va pas mouiller des matzot, on mange pas de matzah shrouya, et donc pour nous, ça marche pas ce truc-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va manger du pain. Alors, c'est vrai que le pain se fait des miettes et c'est une galère quand même. Ouais. Alors, bon, bah, on va manger des pitotes. Ouais, je sais pas ce qu'il y a en France, mais bon, il doit y avoir des pitotes aussi, quelque chose qui fait pas vraiment de miettes. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention. Techniquement, on fait ce qu'on veut, on pourrait manger dans des kelim chametz, mais disons que ce qui est pratique, ce que font les gens en général, mais encore une fois, chacun fait comme il pense, c'est pas, il suffit que ce soit pas interdit. Mais le truc classique, c'est que les gens, ils vont préparer ce qu'ils vont manger Shabbat, le poulet, les pommes de terre, etc., les légumes, dans des kelim de Pessah. Parce que bon, commencer à cuisiner sur notre cuisinière de Pessah, la veille, l'avant-veille de Pessah, un truc, Khamet, c'est impensable. Donc, toute la nourriture, elle est complètement sur les Pessah. Hein. On va pas commencer à utiliser maintenant les fourchettes et les assiettes de Pessah quand il y aura des pitotes. Donc, on va manger en général dans du khat permis, c'est-à-dire des trucs en plastique, ouais, qu'on jette. Maintenant, après, il y aura l'histoire de minutes. Mais si dans ces trucs en plastique, j'ai du Hametz, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais le faire pendant Shabbat sur tous les endroits où je peux pas porter, il n'y a pas de héros, etc. Ok, alors là, c'est là qu'il faut être intelligent. Vous n'allez pas manger de Hametz malgré tout, uniquement de la d'une pita. Et ben, la pita, vous la mangez pas dans votre assiette. Vous mangez 3 quarts de pita, disons, ça fait à peu près kabetza. Il faut kabetza dans une seuda de Shabbat. Au début de la seuda, en faisant attention à ne pas faire de miettes, même pas sur la nappe. Ouais. Vous voyez comment? Si vous voulez, sur la nappe, mais disons, rouler la nappe avec des miettes et la mettre dans la poubelle, c'est pas le top non plus. Donc, on fait attention à ne pas faire de miettes. Les miettes, s'il y en a, on les ramasse, on les jette aux toilettes, et c'est tout. Après, on continue on va vite prendre un cure-dent, un truc, chacun avec ce qu'il peut. On se rince bien la bouche, on fait le kochamira, et on continue notre seouda avec nos pommes de terre et tout. Et là, on a le temps de continuer. Les miettes, elles ont disparu aux toilettes. Et la nappe, bon, ben, on la mettra à la poubelle. C'est pas un problème, il n'y a pas de miettes dans cette nappe. Et de toute façon, même s'il y en a, ok, on aura fait le bitoul. Donc, Mediavad, il sera bien passé. Ok. Et la vente du Hametz, la vente du Hametz, bon, on l'a fait maintenant. L'avant-veille, les endroits où il y a du Hametz qui a été vendu, euh, on n'a pas besoin de faire du 4 Hametz là-bas, d'après le Tzemar Tzedek. Donc, au Hashem, ça se passe bien. On peut chez Chabad vendre même du Hametz Gamour, pas comme chez les Sfaradim. Donc, quelqu'un qui a des bouteilles de vodka ou de trucs et ne voudrait pas les jeter, il n'y a pas de problème. Il les met à l'endroit où il vend et il vend. Et j'ai envoyé comme ça à ceux qui sont sur mes listes de diffusion un lien, si vous voulez, par ce lien. Non, c'est par le Rabbané Chabad du Machon Chabad que le Hametz est vendu au Goy. Mais c'est bon aussi pour ceux qui habitent en Hutzlaaret. C'est-à-dire que c'est fait de façon à ce que, même si vous êtes en Hutzlaaret et que l'interdiction de posséder du Hametz ça finit un peu plus tard qu'en Israël, c'est pris en compte. Donc vous pouvez vendre le Hametz par ce lien. Ouais. Et si vous n'avez pas le lien, demandez à Madame Lévy, elle vous l'enverra, Bezrat Hashem.
Et comme ça, vous pouvez, maintenant, il y a surtout sûrement d'autres endroits aussi, dans Allemagne, Israël, donc vous savez comment le vendre, n'oubliez pas de vendre votre Hametz de toute façon. Mais il vaut mieux que vous vendiez par le biais de Chabad. Parce que par le biais de Chabad, le Noussar qui est utilisé, c'est celui du Admor Azaken, et c'est celui qui permet de vendre du Hametz Gamour. Mais en général, c'est le Noussar, c'est la formulation utilisée par tout le monde aujourd'hui, mais pas nécessairement. Et Ken, quoi encore? Hmm, regardez, il me reste encore à vous parler. Il y a beaucoup de sujets, et, mais bon, je ne vais pas non plus comme ça trop pousser. Ce que je vais faire, c'est comme ça. Et parce que me mettre, je vois, il y en a encore pour beaucoup de temps. Mais on va faire comme ça. Je vais vous parler maintenant 5 minutes des produits cosmétiques. Et depuis les dentifrices jusqu'à l'eau de Javel, ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. Et si après, vous avez des questions par rapport à la cacherisation d'une chose ou d'une autre, vous pouvez faire un cours là-dessus parce que rien que vous parler de la cacherisation, c'est une histoire de demi-heure comme rien. Et je vais dans les sujets que je vais préparer, mais bon, moi, ça va être trop long. Et un truc sur les matzot. L'interdiction de manger des matzahs avant Pessah, ce qu'on appelle la matzah Ashira, matzah Shruya, matzah Shmura, Tanur Rishon. C'est quoi toutes ces choses-là? La matzah Kfula, la matzah Nefoucha, la matzah Traboura. OK. Et tout ce qui concerne la matzah, si vous avez des questions là-dessus, je peux vous répondre. Quand je vous dis la cachérisation de l'ustensile et, et la nuit du Seder aussi, il y a pas mal de choses à savoir. Regardez, je vous parle des produits cosmétiques. Et si après vous avez des questions quelconques sur un UDCDR, sur la d'ustensiles ou quoi, alors je réponds. Pour ce qui est des produits cosmétiques, regardez, il y a un, un principe selon lequel du Hametz qu'un chien ne peut pas consommer, c'est plus du Hametz. Donc j'ai plus de problème. OK. Donc si j'ai à la maison du Hametz qu'un chien ne peut pas consommer, je peux le garder à la maison. Est-ce que je peux le manger? Alors là-dessus, nous disent des poskim. Non, tu peux pas le manger. Parce que c'est vrai que c'est plus du hametz, mais à partir du moment où maintenant tu vas le manger, tu fais comme si tu considérais ça comme un aliment, et donc oui, ça devient du hametz. Donc on peut pas. OK. Parce qu'on considère ça comme du hametz. Maintenant, si je vous dis comme ça, je prends, j'ai du dentifrice, il n'est pas que sur l'épaisseur, peut-être qu'il y a du hametz dedans. Est-ce que je peux me brosser les dents avec? Réponse. Bah, un chien ne pourrait pas manger des dentifrices. Oh non, mais on a dit que malgré tout, mais si on en mange, c'est un problème. C'est vrai. Mais si on mange quelque chose qu'un chien ne peut pas manger, mais qu'on a l'intention de le manger, alors on montre qu'on considère ça comme du hametz. OK. Mais quand c'est du dentifrice, personne n'a l'intention de manger du dentifrice, même si j'en avale. Donc les Rachamim ne vont pas nous dire, c'est vrai que c'est pas consommable par un chien, mais toi, tu avais l'intention de manger. Non, personne n'a l'intention de manger du dentifrice. Donc théoriquement, si vous n'avez pas de dentifrice cacheur d'épaisseur, vous pouvez utiliser aussi du dentifrice qui n'est pas cacheur d'épaisseur. Il vaut mieux que ce soit pas un truc avec un bon goût, parce que si dans ce bon goût, il y a du hametz et qu'on a un profit, ça c'est un problème. Ouais. Mais disons un dentifrice simple. Ouais. Et qu'on n'a vraiment pas envie de manger. OK. Mais malgré tout, Israël Kdoshim, et on fait attention a priori, même si c'est pas une obligation, d'avoir du dentifrice, ça arrive comme dans la bouche, d'avoir du dentifrice caché à l'épaisseur. C'est pas une obligation, mais. Et le produit de vaisselle aussi, parce que ça arrive aussi dans la bouche. Et on arrive maintenant, je vais aller du plus évident, quoique même le plus évident, il était permis, et malgré tout, on se l'interdit, mais du plus évident au truc qui sont de plus en plus des chumrot. Donc, dentifrice, c'est déjà une chumra. OK. Et maintenant, je vous dis, produit de vaisselle, c'est une chumra encore plus grande, parce que bon, c'est pas que ça rentre dans la bouche, et ça touche l'assiette, ça va peut-être arriver dans la bouche. OK. Après, on arrive des huiles d'onction, etc. Si c'est Hametz ou s'il y a peut-être des huiles qui sont faites à partir d'huile de blé, machin et tout. Et ok, mais je suis pas en train de le manger. C'est vrai, mais par rapport à Kippour, il y a marqué que l'onction, c'est comme boire, parce que c'est les pots de la.
les pores de la peau, elles boivent aussi. Et certains postes qui me disent, eh ben, c'est la même chose pour Pessar, c'est considéré comme boire. Ok, c'est considéré comme boire, alors je peux pas prendre une huile d'onction qui ramette. Ok, alors je vais faire attention, je vais demander qu'il y ait un Hercher sur mes huiles d'onction. Ah, mais le shampoing, ah oui, ça ressemble. Ok, alors ça aussi. Et le savon, ah, c'est peut-être aussi comme une onction. Ok, on va faire attention au savon. Ok, et le rouge à lèvres, ah, ça peut-être va arriver dans la bouche. Ok, on fait attention aussi. Et les parfums. Les parfums, on pourrait dire 2 minutes, ça va, personne ne va boire le parfum. Alors, il y en a qui disent non, non, mais les Russes, ils aiment bien l'alcool, ils vont peut-être boire le parfum. Ok, en général, non. Mais malgré tout, alors moi, je disais pendant des années, et qu'il n'y a aucun problème avec les parfums. Pas de problème. Un chien, il ne mangerait pas ça, j'ai pas l'intention de le manger, c'est pas une onction. Et une fois, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, j'ai demandé au Rav Ashkenazi, Zichrono Livracha, ce qui se passait avec les parfums, parce qu'une femme me tenait tête et me disait, mais pas du tout, mais c'est interdit les parfums. Je dis, mais pas du tout, c'est pas interdit. Bon, finalement, j'ai interrogé le Rav Ashkenazi qui me dit, oh, ouais, non, on ne prend pas les parfums. Bon, alors j'étais assez étonné, parce que c'est vrai qu'au niveau de la lacha pure, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, c'est une chumra aussi qui existe, qui est rapportée par le Maramchik, par le Shutshuel le Meshiv, qui vient du fait que ces poskim-là, même si on n'a pas. Ils vont contre tous les avis, mais chez Chabad, on prend beaucoup de chumrot. Et donc, le Ashkenazi était d'avis qu'on prenne aussi cette chumra. Et l'idée, c'est de dire, c'est vrai que du Hametz qui n'est pas mangeable par un chien, hein, alors c'est plus du Hametz. Mais ça, c'est pour quelque chose qui est un aliment. Qui est un aliment, et donc ce truc-là, maintenant, il est plus aliment. Mais si a priori, ce Hametz, c'est un Hametz, disons que j'ai de l'alcool de blé avec duquel il y a un parfum qui a été fait. Ouais. Mais le fait qu'il se transforme en parfum, hein, cet alcool de blé, ouais, c'est pas considéré comme le fait qu'il ait été abîmé. Parce que depuis le début, on n'a pas le droit de profiter de Hametz. Et du Hametz qui n'est pas mangeable par un goy, par un chien, on pourrait en profiter. Mais là, on va nous dire, mais non, mais c'est quelque chose, on s'en moque du chien, pas du chien. Depuis le début, sur Hametz, il était. J'avais l'intention maintenant d'en faire du parfum. Il n'a jamais été, mais Kulka, il n'a jamais été abîmé. Parce que sa façon de le traiter, c'était d'en faire du parfum. Et donc, même sur les parfums, c'est poskim, je vous dis, mais ça comprend le Rav Ashkenazi aussi, nous disent il faut qu'il y ait un Hercher. Donc, et tout ce que je vous ai dit là, depuis que je vous ai parlé de dentifrice jusqu'à maintenant, c'est des khumrot. Mais c'est des khumrot auxquels on fait attention chez Chabad. OK? Et voilà, regardez, s'il y a des questions maintenant sur ce que j'ai dit, et je regarde dans le chat parce que je vois qu'il y a des questions, mais après ça, s'il y a d'autres questions sur ce que j'ai dit ou sur d'autres sujets, surtout cachérisation d'ustensiles dont je n'ai pas parlé. Ok, s'il y a fruité mais pas en fleurs, on a répondu. Un torchon qui tombe par terre, non, un torchon qui tombe par terre, ok, on le nettoie. Et c'est pas comme un aliment qui est directement en rapport, ou un aliment ou une fourchette qui est un aliment directement en rapport avec des ustensiles. Amen, ok, je sais pas par rapport à quoi. À quelle heure Shabbat matin on mange le pain? Peut-on faire le repas de Shabbat matin vers midi? Non, regardez. À quelle heure on mange le pain? La fin de l'heure, je ne pas ici, mais j'ai vu, regardez, ouais, c'est jusqu'à ce qu'on appelle la quatrième heure, c'est-à-dire un tiers de la journée, depuis la shkia depuis la zacha jusqu'à la shkia, c'est-à-dire depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Vous prenez le temps, vous divisez par 3, ça sort 10 heures, 10 heures et demie maximum, Ken. Donc c'est tout. Et faire le repas de Shabbat matin vers midi, c'est complètement impossible, à moins parce qu'on est obligé de manger du pain, à moins de faire ce que je dis avec les matzot et tout, mais bon, le Shabbat, on n'a pas l'habitude de faire ça. Peut-on prendre l'huile d'olive? Ouais, a priori, l'huile d'olive, si c'est un bon air cher, il n'y a pas de problème, hein, parce que c'est pas des clipignotes. Donc, oui. Et bonjour, peut-on utiliser pour Pessah un évier qui n'a pas été utilisé pendant 6 mois depuis le mois d'août? Qu'il ait été utilisé pendant 6 mois ou pas, hein, ça ne change pas tellement. Alors, on peut utiliser l'évier, mais il faut le cachériser. Hein. Alors, comment on cachérise l'évier? D'abord, on cacherise le shaïch, c'est-à-dire ce qui est en marbre ou en inox. Ouais. On le nettoie bien, on a fait attention à ce que et il n'y ait pas de choses chaudes et qui est en contact avec, pendant les 24 heures qui ont précédé le jour, on va
et faire la cachérisation. On verse de l'eau chaude d'un kumkum bouillant. Mais évidemment, vu que l'eau, elle va couler, elle va vite se refroidir, c'est uniquement l'endroit où l'eau est tombée, c'est disons un quart de mon plan de travail, qui est cachérisé. Après, ce qui est à côté de ce quart-là, eh ben, je vais à nouveau enlever l'eau et le sécher, et je reprends de l'eau qui bout, et je fais le deuxième quart. Et comme ça, j'avance au fur et à mesure. Mais en réalité, ça suffit pas. Il aurait fallu qu'on prenne le chat, c'est qu'on le mette dans une marmite, pas qu'on verse de l'eau dessus. Ça, évidemment, c'est impossible. Alors là, le Hamourazaken nous dit, on prend Evan Melouban, on prend une pierre portée à chaud et on fait bouillir l'eau comme ça sur le chat. Ouais, c'est très dur de faire ça, il n'y a pas d'affaire à repasser. Ok, c'est pas le moment de se s'électrocuter. Donc, vous faites comme je vous ai dit, vous versez comme ça du concombre et après, vous, vous, vous recouvrez avec du PVC et c'est super. Et après, vous faites l'évier. Évidemment, l'évier après avoir fait le shaïch, parce que sinon, une fois que vous avez caché les éviers, vous allez maintenant faire le plan de travail. Tout le khametz, s'il y en a, il rentre dans l'évier, vous avez rien fait. Alors, quand on fait l'évier, d'abord, on va mettre des détergents et des trucs pour enlever tout ce qu'il y a dans les tuyaux. Après, on prend de l'eau bouillante, on verse sur le robinet et on met aussi de l'eau bouillante qui passe dans le robinet. Après, on verse de l'eau bouillante à l'intérieur. Et si on peut utiliser une guiguite, c'est-à-dire un évier comme ça en plastique qu'on met dans notre évier, et qui touche pas le fond, qui est un petit peu soulevé, ou bien une bassine, c'est le mieux. De toute façon, c'est important de faire attention à Pessah, de ne pas utiliser d'eau chaude de la cuisine Shabbat. Et comme ça. Je réponds maintenant aux dernières questions et on va s'arrêter. 2 secondes. Ouais, il y a beaucoup de questions tout d'un coup. Les œufs et pommes de terre avec peau, pour les cuire, on doit forcément utiliser une casserole à part. Les œufs, pommes de terre avec peau pour les cuire. D'abord, euh, comme je vous ai dit, les pommes de terre, moi, je les aurais euh, épluchées avant. Mais vous avez raison, ouais, qu'on peut les éplucher. Disons comme ça, si vous faites ça avant Pessah, alors il y a des terribles. Est-ce qu'on doit prendre une casserole à part? Pas nécessairement, mais disons que nettoyer les biens, ça oui. Donc je suis pas obligé d'acheter une bassine. Je sais pas en rapport à quoi c'est. Si c'est pour les vieilles, il faut une bassine, on a dit. Si on place une nappe sur le plan de travail, on est obligé de mettre de l'aluminium. Une nappe, ça suffit pas, ouais. Et il faut que ça soit vraiment quelque chose qui fait qu'il n'y ait pas de contact possible entre ce qu'on va mettre et puis ce qu'il y a en dessous, une nappe, ça suffit pas. Il faut que ce soit soit du PVC assez épais, soit de l'aluminium épais aussi. Ouais. Ok. Peut-on utiliser un robot pâtissier avec cuve inoxydable, accessoires en métal après les avoir cachérisés? Vous parlez de quelque chose que vous avez utilisé dans l'année, Nahum, j'imagine. On peut toujours. Ouais. On peut toujours, évidemment, ça dépend ce que vous avez fait là-bas. Parce que s'il y a des parties en plastique qui sont un peu rayées, etc., c'est pas évident de cachériser un truc comme ça. C'est quelque chose qui est assez. Disons comme ça, si vous n'avez pas mis de Hametz là-bas, bon, bah, juste vous le nettoyez, zéro. Et s'il y a eu du Hametz, mais que ça arrive jamais à une température de plus de 40 degrés, c'est pas un problème non plus. Ouais. Sinon, c'est plus compliqué, il faut faire une agala aux différentes parties. Et s'il y a une shrouya qui a été faite par hasard avec des enfants, par exemple, qu'est-ce qu'on doit en faire? Hein. Bon, on met de côté, on peut posséder ça, c'est pas un problème. Vous mettez dans un carton, vous gardez ça pour après Pessah, c'est pas un problème. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis maintenant. Ok. Et- mais il y en a qui sont d'accord que cette romra-là, ouais, c'est juste pour manger et pas plus. Médicament Hametz, ça prend absolument mettre dans l'élule cachère l'épaisseur ou pas nécessaire. Et ça dépend beaucoup de si ce médicament, il a du goût ou pas. Ouais. S'il a du goût, alors oui.
Si c'est quelque chose qui est très amer ou qui a pas de goût, alors c'est pas une nécessité. Voilà, j'ai répondu à ces questions-là. S'il y a d'autres questions, très bien. Sinon, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, et vous pouvez toujours soit me contacter, soit si vous n'avez pas bon, enfin, je peux vous donner mon numéro si vous voulez, et puis si vous avez une question demander en WhatsApp, vous pouvez toujours. Mon numéro c'est plus 972. Euh, après, c'est quoi? 545 950 137. Ouais, je crois que je peux l'écrire. Plus 972 Je voulais 545. lire Rav Silam sur le chat pour tout le monde. Euh, ok. Ah, voilà, ok. Très, très bien. Voilà, voilà. Et Pessar, Kacher et sa mère à tout le monde. C'est sûr qu'il y a encore 10 000 trucs dont on n'a pas parlé. C'est toujours comme ça. Et le Pessar, c'est. Ouais, mais bon, le principal, on l'a dit. Et Bezrat Hashem. Merci, merci Rav Silam. Qu'on puisse chaque année rajouter des nouvelles choses. Merci beaucoup Bezrat d'avoir pris Hashem. ce temps et c'était un vrai défi en 1 heure et demie. Mais merci beaucoup à vous, vraiment. תודה רבה, כדבן שאז. פסח כשעה שמח à tous. Shalom.